Au début, je dis que mon compagnon a été un coup d'un soir au début. Donc je me suis dit, bon, ok, donc là t'es enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel professionnel il faut que tu rencontres? Qui va t'aider? Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tout a basculé? Voilà, on m'a dit, bah, vous allez être hospitalisée. J'ai eu très peur, parce que l'environnement, il n'est pas familier. Je pense encore que tout va bien se passer, que je vais pouvoir expulser mon bébé de manière normale, que ça va être un moment merveilleux. Ça veut dire qu'il y a un petit bout de cordon qui est passé à travers le col et du coup ça a coupé l'alimentation en sang, donc en oxygène à ton bébé. Et c'est pour ça que c'était une extrême urgence. Quelle est la plus belle chose que tu as appris de cette expérience? J'ai pas trop de souvenirs et là, c'est là que tout bascule. Bonjour Kim. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce podcast. On va parler de ton accouchement. Je suis très heureuse de pouvoir parler de cette expérience que tu as vécue. On s'est rencontrés pendant ta grossesse. Oui. On a fait du yoga prénatal ensemble. Alors, j'étais la prof. Tu oui. étais l'élève. Et tu as fait ta préparation aussi avant l'accouchement au cabinet. Absolument. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et du coup on t'a suivi jusqu'à ton accouchement et maintenant encore un petit peu pour le postpartum. On a suivi tout ça et j'ai eu envie que tu partages ton expérience avec nous aujourd'hui parce que je pense que tu as eu un accouchement pas comme les autres. Je pense que ça peut planter des petites graines pour les femmes qui peut-être s'apprêtent à vivre la même chose ou peut-être ont vécu la même chose et se posent beaucoup de questions. Et donc je pense que ça peut être une bonne chose pour elles. Et j'ai envie de te poser une première question aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux me dire, sans les titres, sans les rôles, qui es-tu? Alors déjà, merci pour cette question. C'est une question hyper difficile. Ça y est, ça commence. Donc déjà, je suis quelqu'un de très émotive, comme voilà, tu peux le voir. Les bases sont posées. Voilà, je pense être quelqu'un de très entière. Voilà, qui accorde beaucoup d'importance à sa famille, à ses proches, à sa fille maintenant. Séquence émotion encore. Voilà, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Qui, malgré moi, aime beaucoup contrôler les choses. Je m'en rends de plus en plus compte. Donc, on verra après quand on parlera de l'accouchement que du coup, ça a été très difficile à gérer. Voilà, je suis quelqu'un d'aimante, je suis droite, je suis entière. Voilà, encore une fois, je vais le redire, très émotive. Je suis quelqu'un d'attentionné pour mes proches, qui s'écoute beaucoup dans ses sentiments, qui fait confiance à son instinct et aux instincts, à l'instinct des personnes qui m'entourent aussi. Et voilà, je pense être quelqu'un à l'écoute. J'aime la nature, j'aime les choses simples. J'ai longtemps été très ambitieuse. Je pense pour prouver des choses aux autres et à moi-même. Et aujourd'hui, j'ai juste, avec l'arrivée de ma petite fille, j'ai juste l'ambition d'être heureuse. C'est déjà beaucoup. C'est déjà une très belle ambition et je trouve que c'est courageux aussi de le dire comme ça parce qu'aujourd'hui, dans la vie où on vit, tous, on est à 1000 à l'heure. Avec les réseaux sociaux, on voit tout ce que les autres font et on a envie d'en faire autant. Je peux le dire en étant un peu hyperactive. Et je trouve ça trop beau ce que tu soulèves aujourd'hui parce que finalement, à part le bonheur, qu'est-ce qu'il faut rechercher vraiment je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense que quand on est dans l'action et qu'on veut faire plein de choses, il faut aussi savoir s'écouter, prendre du recul et apprécier ce qu'on a au moment présent. Et je pense que devenir maman, ça aide beaucoup à faire ça. À se recentrer sur les choses essentielles. Exactement. Et du coup, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Nu. Est-ce que tu t'es déjà sentie nue, mise à nu dans ta vie? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter la dernière fois que tu t'es sentie comme ça et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup été dans ma vie. Je pense qu'en tant qu'être humain, on se protège beaucoup de ça. Parce qu'être à nu, c'est se mettre en danger. C'est vraiment être brut, partager vraiment qui on est. Et comme tu l'as vu dans la question précédente, c'est difficile de dire vraiment qui on est, de se recentrer sur soi et de se poser cette question-là. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir été mise à nu, mis à part très récemment, encore une fois suite à mon accouchement. J'ai eu la chance de partager mon témoignage sur Bliss Stories, donc sur le blog. Je l'ai écrit. Et en fait, je l'ai fait lire à ma maman. Pas le début, parce qu'au début, je dis
que mon compagnon a été un coup d'un soir au début. Donc, en fait, j'ai déplacé un peu l'article pour qu'elle lise que la suite. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... voilà, j'ai écrit cet article de manière très brute, sans fioriture, sans détail. J'ai rien épargné à personne. Voilà, je suis allée vraiment dans le vif du sujet. J'ai partagé mes peurs, mes douleurs, mon amour pour mon conjoint, pour ma fille, la difficulté qu'a été cet accouchement et ce moment-là. Et c'est vrai que le partager à des gens qu'on ne connaît pas, qui vont le lire et avec qui on va pas forcément avoir d'échanges par la suite, c'est difficile, mais le partager avec des gens qui partagent notre quotidien, qui nous connaissent depuis toujours, ça allait beaucoup plus parce que ils découvrent une autre facette de nous, ils nous découvrent sous un aspect qui va être plus fragile et on n'aime pas trop. Surtout avec nos parents, avec notre famille, c'est quelque chose d'assez difficile, mais j'ai aimé l'expérience et je lui ferai écouter le podcast aussi. Je pense que ça sera une très bonne chose pour elle parce que nos parents peut-être croient nous connaître ou nous connaissent sous un certain angle, mais il y a forcément des zones d'ombre, enfin pas forcément d'ombre, mais voilà des certaines formes de nous qui n'ont jamais vu ou voilà dans notre vie quand on a quitté le nid familial. Après, on mène notre vie, donc il y a aussi des choses qu'ils connaissent pas de nous. Donc c'est bien de partager ça avec elle. Exactement. C'est hyper intéressant. Donc on va revenir à ton accouchement. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Oui, je me suis. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire quand tu étais enceinte et quand tu t'es préparée à cet accouchement, parce que c'est ce que tu as fait, tu t'es vraiment, je peux en témoigner, vraiment beaucoup investi, beaucoup préparé. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ta vie à ce moment-là, si on se replonge là dans tes mois de grossesse, voilà, quand tu t'es dit je vais me préparer à cet accouchement, qu'est-ce qui t'a motivé, c'était quoi le contexte de ta vie à ce moment-là? Ok, alors, justement, à ce moment-là, je pense, dans ma vie, j'étais focus sur mes objectifs pro. Mais j'avais mon petit ange gardien peut-être qui me disait, ça va peut-être être le moment. Donc c'est vrai que cette grossesse, elle est arrivée, on la voulait, mais on n'avait pas fait en sorte non plus que ça parce que j'avais vécu une fausse couche avant, qui avait été difficile, donc on s'était dit on va mettre un peu le stop. Et donc pour me protéger, peut-être je m'étais investie encore plus dans ma vie pro. Donc voilà, j'avais plein d'ambitions, tout était, tous les feux étaient ouverts, j'y allais et j'allais réussir là où j'avais envie de réussir. Et puis le petit bébé est arrivé. J'ai appris ma grossesse, mais ça a été vraiment, pour te dire, j'ai appelé une pote en lui disant écoute, je vais faire un test, je pense que je suis enceinte. Je l'ai dit à mon copain en lui montrant le résultat. Ma mère était dans le salon, je voulais pas qu'elle le sache. Bref, ça nous est tombé dessus, mais malgré tout, c'était le moment. Je l'ai senti. Je me suis dit c'est la bonne, ça va marcher cette fois. Et on va accueillir notre bébé bientôt, donc c'était une super nouvelle. Je me sentais prête à devenir maman. Et puis tout de suite mon côté un peu contrôle fric a pris le dessus, donc je me suis dit bon ok, donc là t'es enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire, quel professionnel il faut que tu rencontres, qui va t'aider, quelles sont les différentes étapes, parce que malgré le fait qu'on en parle un peu, je veux dire c'est commun d'avoir des femmes qui ont des bébés dans notre entourage, mais on s'y intéressait, en fait on va pas dans le détail et on creuse pas. Du coup on se retrouve tout de suite un peu démunis face à ça. On se dit qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, qui va aller voir. C'est arrivé très tôt toi dans ta grossesse. On s'est rencontrés très tôt, c'est rare. Moi je rencontre souvent des femmes vers la fin du 2e, 3e trimestre. Toi dès le premier. J'avais besoin de savoir où j'allais, fallait que je m'organise, fallait que j'organise tout ça, que je prépare et que je sache où j'allais. Donc effectivement je suis venue très tôt à ton cabinet pour des fuites urinaires pendant le sport à ce moment-là. Et puis c'est vrai que du coup j'ai très vite entamé, ça me rassurait de commencer tôt. Je me rappelle, on m'avait un peu dit va falloir attendre un peu pour débuter les séances de préparation. Mais voilà, je suis tombée sur le bon cabinet d'ailleurs, j'en suis très très contente. Et puis après comme j'ai très rapidement eu envie d'un accouchement physiologique, je me suis un peu renseignée sur les différents professionnels qui pouvaient nous accompagner à ce niveau-là. Donc j'ai fait de l'hypnose prénatale, j'ai fait de l'autonomie aussi pour parler au bébé. J'ai fait mes cours de sage-femme classique et j'ai fait beaucoup de sport. Et j'ai préparé beaucoup mon corps. Je pense que mécaniquement j'avais besoin d'être prête
de comprendre comment ça marchait. Donc voilà, j'ai vraiment suivi au pied de la lettre ce que tu m'as dit. Je pense que tu peux en témoigner aussi. Et voilà, je me suis informée et formée, je pense. Moi, je te voyais vraiment comme une sportive de haut niveau pendant cette grossesse. Vraiment, t'étais là, t'étais régulière. C'était assez gratifiant de mon côté, parce que je me disais, ça plaît, et je te sentais vraiment dedans, à la fois à profiter de ta grossesse, mais en même temps à suivre l'évolution de ton corps, à te préparer, à garder le maximum de tes capacités pour cet accouchement. Exactement. Et j'ai senti que c'était ça ton objectif, et j'ai trouvé ça trop bien. Après, chaque femme vit sa grossesse Bien et sûr. sa préparation comme elle le ressent, mais toi, t'étais vraiment dedans, c'était ça qu'il te fallait, quoi. Ça se sentait, quoi. Ça se sentait vraiment. Je me préparais pour un marathon. Exactement. Et j'ai suivi les étapes par étape, et j'étais une très bonne élève. Et alors, est-ce qu'il y a eu un moment précis où tout a basculé? Le jour de mon accouchement? Ouais. Oui. Tu dirais que c'est quoi le moment où, tu vois, t'as eu ta préparation à l'accouchement, il y a eu, le travail a commencé à se déclencher. Est-ce que tu te rappelles d'un moment précis où là, tu t'es dit, ça se passe pas comme, ou ça va pas se passer comme je l'ai imaginé? Oui. Alors, il y a eu une phase avant l'accouchement aussi, quand j'ai été admise à l'hôpital la veille, donc parce que ma poche des os avait rompu. Donc, il y avait une fissure, pardon. Il y avait une fissure dans ma poche des os. Donc, on m'a demandé de rester à l'hôpital. Je suis rentrée la veille. Et en fait, ce moment où moi, qui n'ai jamais été à l'hôpital, qui n'ai jamais rien eu, qui n'a jamais été opérée, je me suis même pas jamais fait d'entorse, rien du tout. Je touche du bois pour que ça n'arrive toujours pas. On m'a dit, vous allez être hospitalisée. Là, gros choc. Gros choc. J'avais peur que mon conjoint reste pas, de me retrouver toute seule. Et c'est vrai que le moment où je suis rentrée en chambre, j'étais un peu perdue. J'ai eu très très peur parce que l'environnement il n'est pas familier et on sait qu'on va être confronté à quelque chose de difficile, même si la finalité est merveilleuse. Et donc j'ai eu peur, et ce moment où je suis rentrée dans la chambre, je pense que mon corps et mon esprit m'ont dit ok, on lâche tout. Donc c'est là que les contractions sont intensifiées. Et c'est une bonne chose. Oui, oui, non, parce que finalement ça a duré très longtemps. Mais à ce moment-là, en fait, les contractions sont intensifiées, et ça a été le début d'une longue nuit où je n'ai dormi. J'ai somnolé 30 à 40 minutes toute la nuit. On a dû marcher 20 km. Je pense que j'ai couru, j'ai monté et descendu les escaliers. Et ce moment-là où on se dit, on rentre dans le travail, il n'y a plus de retour en arrière, ça arrive, ça va se passer. Je pense que ça a été le premier de basculement que j'ai vécu au moment de cet accouchement. Ok. Donc là, on est à un moment où tu te dis, ok, ça se passe pas exactement comme je l'ai prévu, mais je lâche prise. Tout peut encore se passer. Voilà, je peux encore vivre un accouchement le plus physiologique possible. Exactement. T'as tout fait pour. Je me suis bien battue. On l'entend. Voilà, t'as marché 20 km, t'as fait le marathon. Oui, c'est ça, finalement. Voilà. C'était vraiment marathon. Et finalement, il y a eu un deuxième point de rupture aussi, où là, il y avait plus de retour en arrière. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, beaucoup plus violent celui-ci. Alors, il faut juste savoir que on est allé en salle d'accouchement, je suis restée des heures sans péridurale. Et puis, au bout d'une journée entière de contractions, j'ai vrillé, je crois que j'ai switché. Et après de nombreuses relances en fait de l'équipe médicale, je me suis dit ils ont peut-être raison, peut-être qu'il faut que je leur fasse un peu confiance, parce que j'étais épuisée. J'avais mangé 4 biscottes et pas dormi. Donc on arrivait sur la fin de l'après-midi, donc il fallait vraiment agir. Et donc là on a commencé le travail très longtemps après, je crois que j'ai plus la notion du temps, c'est vrai que c'est assez difficile, mais je crois que j'ai pris la péridurale vers 17h et que le travail a commencé encore quelques heures après. D'accord. Parce que la dilatation ne se faisait pas. D'accord. Donc je pense que j'avais un peu perdu espoir aussi d'accoucher vraiment physiologiquement, malgré toute cette préparation de longue haleine. Tout se déroule, je pense encore que tout va bien se passer, que je vais pouvoir expulser mon bébé de manière normale, que ça va être un moment merveilleux, que je vais naître en tant que mère et aux côtés de Quentin, mon conjoint, et que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, parce que j'étais hyper positive. Et en fait, à un moment donné, il
Malheureusement, mon conjoint va chercher à manger parce qu'il n'avait pas mangé non plus. Il est aux alentours de 22h30 peut-être. Parce que les sages-femmes lui disent il y en a encore pour 1 ou 2 heures à aller manger. Parce que ça sert à rien de vous affamer parce que qui ne peut pas manger. Donc il part au McDo. Et en fait, au moment où il part, là vraiment tout bascule. Donc déjà, je me retrouve seule face à donc, l'auxiliaire Alison et la sage-femme Alix, pour qui j'ai beaucoup de tendresse aujourd'hui d'ailleurs. Donc je suis seule, oui, mais je suis entourée par des gens en qui j'ai vraiment une extrême confiance malgré le fait que je les connais pas beaucoup. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a eu un feeling qui est passé et elles ont été incroyables. Et donc voilà, elle commence à me demander de pousser alors que Quentin vient de partir. Alors là, je me dis, je suis fatiguée. Pas normal. Donc voilà, alors j'ai pas été plus alertée que ça. Enfin, je me suis dit bon, c'est bizarre. Quentin est bien juste de partir. Pourquoi il me demande de pousser? Ils savent que je vais accoucher avec lui à côté, et voilà, avec sa présence. Et avec ce lien que tu avais créé avec elle, tu t'es dit, c'est pas normal. Voilà. Mais ça m'a traversé une demi-seconde d'esprit. Parce que c'est vrai qu'on est à fond dedans, on veut bien faire les choses. Je pense que tu m'as cerné aussi. J'étais, voilà, on y va, c'est parti. Mais c'est vrai que ça m'a un peu étonnée. Donc on me demande de pousser 1 fois, 2 fois. Et puis là, on me dit que l'obstétricienne va arriver pour faire une écho. Je me dis, bon, ok. Parce qu'on savait que la tête de Charlie, donc ma fille, était un peu sur le côté. Donc, en gros, elle arrivait comme ça. Donc, il fallait qu'elle se redresse. Au début, on me dit, bon, elle va se redresser toute seule, etc. Et puis, d'un coup, donc l'obstétricienne arrive et là, Alix revient en me disant, je vais décaler sa tête. Ok. Je me dis, encore une fois, c'est bizarre. On m'avait dit qu'on allait attendre qu'elle le fasse toute seule. Voilà. Donc, elle insère sa main à l'intérieur de moi, elle touche un peu la tête du bébé, donc elle essaie de l'orienter. Là, elle me redemande de pousser 1 fois, 2 fois, peut-être 3. J'ai pas trop de souvenirs. Et là, c'est là que tout bascule. C'est là. C'était ces moments précis. En fait, elle a la main à l'intérieur de moi, donc je suis toute nue sur cette table, je suis couverte, mais malgré tout, je suis à nu, c'est le cas de le dire. Et puis, je laisse ma vie et mon expérience entre les mains de cette personne. Et elle me regarde dans les yeux. Elle était un peu au-dessus de moi. Elle me regarde dans les yeux en me disant, écoutez, Kim, vous n'allez pas accoucher comme prévu. Il va y avoir une 15aine de personnes qui vont rentrer dans la salle. Ça va aller très vite, ça va vous faire peur. Mais je suis là. Je reste avec vous. Je tiens votre bébé et ça va aller. Donc là, tout de suite, je me rappelle, donc Alix était là. L'auxiliaire Alison était à côté de moi et je lui dis, il faut appeler Quentin. Ouais, parce que j'allais le dire. Voilà. Il est où là? Faut appeler. Alors tout ça s'est passé en quelques... Enfin, ça allait très vite. Hein. Et donc elle me dit oui, là, par miracle, je me rappelle de son numéro de téléphone. je me rappelle jamais d'habitude. Donc elle va l'appeler et elle revient en me disant écoutez, il arrive. Je lui ai pas dit ce qui se passait pour pas l'inquiéter, mais je lui ai dit de courir. Ouais. Voilà. Donc lui, il a vécu son truc de son côté. Il a jeté son burger, il est venu en courant. Ouais. Voilà, on est venu le chercher et puis tout le monde est rentré dans la salle. Ça a été très vite, effectivement. J'ai essayé de me concentrer sur Alix. Elle continuait à me parler. J'étais dans un autre monde, là. C'est un peu comme s'il y a une bulle qui arrive autour de moi et Alix. Et je laisse tout le monde faire et je me laisse aller. Je dis, OK, ils savent ce qu'ils font. Il se passe un truc, je sais pas quoi. Mais voilà, il se passe quelque chose et je vais leur faire confiance. Voilà. Et en fait, on me sort de la salle très rapidement. Ouais. Je pense que des gens se sont présentés, m'ont parlé, mais voilà, j'ai pas souvenir plus que ça. Et en fait, je passe dans le couloir. Et en fait, je croise mon conjoint qui arrive, il est blanc. Je l'ai jamais vu comme ça, je le vois. En plus, je suis myope, donc vraiment, j'ai réussi à le voir à 3-4 mètres. Et je me suis dit, waouh, j'ai vu son regard et ça m'a bouleversée encore plus. Moi, j'étais en train de pleurer. Il y avait Alix qui était encore sur moi, sur le brancard. Il y avait une dizaine de personnes autour qui poussaient le brancard et qui s'affolaient. Et lui, il est arrivé, il a rien compris. Il m'a vu comme ça et je l'ai vu, comme dans un film, au ralenti, se décomposer, devenir blanc, me voir pleurer et pas savoir ce qui se passe. Bah lui, il est parti, tout allait bien, ça, en fait. Voilà, ça suivit encore son cours et il mangeait son burger et tout à coup... Voilà, on l'empêche de manger et en plus, voilà. Il arrive et c'est l'urgence extrême, quoi. Exactement. Là, c'est le vrai code rouge, quoi. C'est tout à fait ça, c'est code rouge, effectivement, césarienne d'extrême urgence. Et apparemment, on a réussi à se prendre la main. Vraiment pendant quelques secondes. Et puis, je suis partie au bloc et il est resté là. Je pensais qu'il allait venir. Je pense que j'ai répété 25 fois. Il faut que Quentin soit là, je vais pas faire ça tout seul. Enfin, c'est son bébé aussi, on est censé le faire tous les deux. Et là, j'avais encore en tête l'accouchement que je voulais, dont je rêvais. Et encore essayer de rattraper ce qui était possible de faire à ce moment-là. Voilà. Et malgré tout, réussir à le vivre avec lui. Malheureusement, c'est l'anesthésiste qui décide. Je ne savais pas. Donc, elle a dit non. Parce que
Il devait travailler dans l'urgence, c'était une situation tendue, donc elle m'a expliqué plus tard, faire venir quelqu'un dans le bloc, c'est censé être positif et apporter du positif. Ouais. Je me serais pas occupée de lui, il aurait vu tout ça, je pense que ça aurait été difficile pour lui, il n'y avait pas d'intérêt. L'opération a été très rapide. Ça a duré, je crois, 2 minutes, donc c'est-à-dire que je suis rentrée. On m'a remis une deuxième péridurale. On m'a demandé si je chantais. Y a une espèce de distorsion du temps à ce moment-là. Moi, j'ai eu l'impression que tout a duré au moins 3-4 heures, que ça a duré 45 minutes, le moment où il me pinçait le ventre en me disant « Est-ce que vous sentez ? Est-ce que vous sentez ?» J'étais là « Oui, je sens. » Oui, mais est-ce que ça vous fait mal ? Je suis pas sûre, mais j'ai peur quand même. Voilà. Donc, c'était assez délicat et jusqu'au moment où ils ont ouvert. Et j'ai rien senti, heureusement. Il y a eu un moment encore de basculement à ce moment-là parce qu'on m'a dit « Est-ce que vous sentez ?» J'étais là « Oui, oui. » Et là, j'ai entendu quelqu'un dire « Mais on peut plus attendre. » Et là, j'ai fait « Bah, ouvrez. » C'est là qu'on découvre la force qu'on a en nous en tant que maman. On se dit « S'il faut plus attendre pour le bébé, c'est pas grave. » Au pire des cas, je vais le sentir, mais il faut qu'elle sorte, quoi. Donc voilà. Et donc ils ont ouvert, ils ont sorti mon bébé, je l'ai pas entendu pleurer. Donc là, comme dans les films, j'attends, mais j'avais très peur, donc je posais aucune question. Je tremblais énormément, j'avais très froid. Il y avait toujours quelqu'un au-dessus de ma tête qui me caressait la tête, qui me prenait la main, qui me parlait, qui me faisait penser à autre chose, qui essayait en tout cas. Ça marchait quand même. C'est bien. Il y avait que des femmes, pour la petite anecdote, dans la pièce. Donc on s'en est amusé d'ailleurs, c'était marrant. Et voilà, donc Charlie arrive. Et là, je sais que je peux pas l'avoir. On me le dit pas, mais je le sens. De toute façon, j'étais encore toute tremblante. Je pouvais pas la prendre dans mes bras dans cet état-là. Et je dis, amenez-la Quentin. Donc là, Alison est là, me rassure, me dit, enfin, voilà, vous inquiétez pas. Elle part, elle suit le bébé. Et après, elle revient avec une photo. Donc, la première fois que j'ai vu mon bébé, c'est à travers un écran. C'est beau qu'elle se soit impliquée à ce point et qu'elle ait pris la photo, qu'elle m'ait rassurée, j'en avais besoin. Mais avec du recul, c'est très dur de se dire que la première fois qu'on a vu son bébé, c'est à travers un écran. Et on n'a pas pu la toucher, on n'a pas pu la prendre dans ses bras, la rassurer. Parce que je pense que l'expérience, elle a été traumatique pour moi, mais forcément aussi pour un bébé qui est dans son cocon, qu'on arrache de son cocon avec la lumière du bloc, les gens autour d'elle qu'elle connaît pas, les voix qu'elle a jamais entendues. Voilà, donc je sais qu'elle va bien. Et là, je me relâche un peu. Et je me dis que je vais mourir. En fait, à ce moment-là. C'est ça. Mon bébé va bien. Elle est dans les bras de Quentin. Voilà, je sais qu'ils sont en train de faire un pot à pot, qu'ils sont dans sous la lumière rouge et qu'ils sont bien. Donc je me dis, elle va bien, tout va bien. Et là, je me dis, et moi, maintenant. Donc ils sont en train de me recoudre. Pareil, j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure, alors que ça a duré peut-être je sais pas combien de temps ça a duré cette phase-là, mais c'était quand même beaucoup plus rapide, j'imagine. Et voilà, et là je commence à paniquer et j'ose pas parler, j'ose pas poser de questions. Ça sort toujours pas, quoi. Voilà, c'est ça. J'arrive à parler de mon bébé, donc voilà, tout va bien et tout ça me rassure. Là, je commence à essayer de poser des questions. Voilà, on me dit qu'elle va bien, sans trop non plus me donner des détails sur tout ce qui s'est passé, en fait, parce que je pose pas de questions. Et puis voilà, finalement, on me recouvre, je suis toujours vivante, je retourne dans la salle d'éveil et là, j'attends longtemps mon bébé. Voilà, et quelques heures après, de longues heures, je m'endormais, j'ouvrais les yeux pour voir s'ils arrivaient. Je regardais la porte. Et puis ils ont fini par arriver. Le cadeau ultime. C'est ça, la présentation. Et voilà, là, je me suis apaisée, je me suis dit, ça y est. C'est fait, je suis maman. J'étais un peu dans les vapes. Ça s'est pas passé comme prévu, mais à ce moment-là, j'occulte tout ça. Et je me dis juste, on est tous les trois dans la pièce et on est bien. C'est ça le plus important. Et c'est là qu'on se ressent sur l'objectif le plus important, c'est d'être en bonne santé. Exactement. Bébé va bien, on est tous les trois. Tu as dit quelque chose intéressant à un moment, et je sais pas si tu l'as ressenti à ce moment-là, mais quand tu dis que tu as vu ton bébé pour la première fois à travers un écran, et que ensuite, quand ils ont enfin passé la porte et que tu as pu la voir dans tes bras, tu m'as dit, là, je me suis sentie maman. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es sentie maman quand tu l'as eu dans tes bras, ou déjà dès qu'elle est née C'est une question hyper difficile. Non, je pense que je le suis devenue dans les jours après. D'accord. Je pense que je le suis devenue la nuit, quand elle s'est réveillée, que je l'ai allaitée, qu'il y avait que elle, Quentin et moi dans la pièce. Oui, je me suis dit, ça y est, elle est là. Je suis sa mère. Mais se sentir mère et être mère, c'est différent, je pense. Et j'étais encore malheureusement dans les vapes. Je lui ai fait sa première tétée. Donc tout s'est bien passé, mais j'ai pas pu la porter très longtemps parce que j'étais encore fatiguée. La péridurale faisait encore effet. Je me sentais pas très bien. Mais je pense que
c'est au fil des semaines qu'on suivi, au fil des mois qu'on suivi, aujourd'hui elle a 5 mois, que je suis devenue maman. Confrontée à la réalité d'une maman, confrontée à l'amour inconditionnel, puissant et douloureux aussi d'une mère pour son enfant, parce que c'est très très fort. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand nos parents nous disent t'es la prunelle de mes yeux, je donnerai ma vie pour toi, ces choses-là qui nous le disent à nous ou à des gens autour. On comprend les mots, mais on comprend pas leur ampleur. Ce qu'ils ressentent eux. C'est ça, on les ressent pas. On comprend les mots, mais on ne les ressent pas. Et le jour où on a ce petit être comme ça qui dépend de nous, en fait, qu'on doit protéger, qu'on veut protéger par-dessus tout, et à qui on veut rien qui arrive, quoi. Je pense que là, on prend la mesure des choses et on se dit, waouh, ça y est, je suis maman. Et allons-y, quoi, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être plein de bonheur, plein de douleur aussi, parce que on en passe tous par là. Mais voilà, je pense qu'on ferait tout pour ce petit être. Et c'est vraiment ce moment-là. Donc ce moment-là, c'est dans les jours qu'on suivit. On s'est regardé avec mon conjoint, qu'on a touché notre bébé, et que des fois on se regardait en pleurant. Mais de joie, de peur, et d'appréhension aussi, mais surtout de joie et d'amour. C'est ces moments-là. Ouais, ça c'est important. Et on a beaucoup parlé de ton ressenti, voilà, parce que je pense que c'est ça qui prend le plus de place dans ces moments-là. Et ton corps, comment il a vécu ça? Alors, je m'étais préparée mécaniquement aussi beaucoup. C'est pour ça. Parce que je suis très orientée sur mes ressentis physiques, etc. D'où l'accouchement physiologique que j'ai pas eu. Toujours et peut-être la prochaine fois. Mon corps, je l'ai complètement occulté à partir du moment où il y a eu la chirurgie. La nuit, j'y ai pas pensé. Je me rappelle pas avoir eu de douleur, m'être inquiétée de ma cicatrice ou quoi que ce soit. J'y ai vraiment pas pensé. Le lendemain, en me levant, pour la première fois. Donc, comme j'étais pas préparée à cette césarienne et que je n'avais pas été opérée, je ne savais pas quel allait être le déroulé pour mon corps et quelles allaient être les étapes en fait que j'allais devoir traverser pour aller mieux. Et en fait, qu'on vienne me lever de mon lit, c'est particulier. On se sent un peu faible. Mais ça a été, je pense que comme j'étais pas préparée, je me suis mise à marcher le même jour. Donc le lendemain, je l'ai regretté un peu. Et après, je me rappelle que je t'ai écrit. Oui, j'allais je t'ai écrit parce que je me suis dit, oups, si mince. Bon, déjà, je t'ai écrit pour t'annoncer l'arrivée de Charlie. Et je t'ai aussi écrit parce que je me suis dit, césarienne, j'étais pas préparée, je ne sais rien. Je vais me rapprocher des personnes que je connais, des professionnels à qui je fais confiance et qui m'ont bien préparée pour leur demander quoi faire. Et tu m'as envoyé des vidéos que tu avais mises. Enfin, tu m'as donné des conseils déjà par écrit et tu les as appuyés de vidéos où tu parles des cicatrices, de césarienne ou autres, abdominales en tout cas. Et puis j'ai suivi comme d'habitude tes conseils à la lettre. Et j'ai commencé la respiration et je me sentais pas encore dans mon corps, je le faisais mécaniquement, j'avais très peur de tousser, d'éternuer. Je crois que j'ai pas éternué, je me suis pas laissée tousser pendant au moins 2-3 semaines. J'avais vraiment peur. Jusqu'au début de la rééducation, je pense. J'ai essayé de me reconnecter à mon corps en mettant ma main sur mon ventre, en faisant une respiration ventrale en fait, et en essayant de ressentir un peu ces sensations qui étaient différentes. Et après, pendant toute la période de la maternité, je me sentais bien. Je me sentais quand même forte. J'avais pas l'impression d'avoir plus de séquelles que ça. Tu peux te sentir forte. Oui, tu as le droit. C'est vrai que oui, on m'avait dit de pas prendre mon bébé dans le berceau. J'y arrivais. J'essayais de... Et puis après, c'est les jours qu'on suivit. Pareil, j'ai beaucoup marché, j'ai fait attention, j'ai repris le yoga assez tôt, la marche très tôt aussi. Et puis j'ai recommencé à faire des exercices qu'on faisait en préparation postpartum. Et puis après, je suis revenue à la rééducation. Voilà, et on a fait le point. Et tout allait bien. Tout va bien aujourd'hui. Et tout va bien aujourd'hui, voilà. Souvent, les femmes, on élude un peu la question de la césarienne pendant la préparation. En kiné, on essaye un peu
dispatcher des infos comme ça, mais je pense aussi que la majorité des femmes attendent un accouchement naturel, même si c'est pas toutes. Il y a des femmes qui demandent une césarienne et c'est le droit le plus profond de chaque femme de vivre l'accouchement qu'elle a envie de vivre. Mais je pense que l'esprit peut, quand on attend un accouchement physiologique, peut occulter les informations qu'on peut donner sur la césarienne. C'est sûr. Et donc c'est pour ça que j'ai ces vidéos sur YouTube, d'ailleurs, qui sont accessibles à tout le monde, pour aussi pouvoir récupérer facilement, rapidement, pas se retrouver un petit peu comme ça avec sa cicatrice et se dire qu'est-ce que j'en fais, parce que c'est pas ce que j'attendais qui se passe. C'est ça. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et au final, ce que j'aimerais savoir aussi, même si peut-être j'ai déjà une idée, parce qu'on se connaît, on s'est vu en postpartum, parce que voilà, souvent les femmes qui attendaient un accouchement physiologique et qui finalement ont eu une césarienne, au début, elles m'appellent ou elles me font un message et je sens un peu la déception. Forcément, c'est pas ce à quoi on s'attendait. En plus, toi, dans ton cas, c'était vraiment pas... voilà, tu vois, il y a même pas eu le côté émotionnel dans la césarienne. Exactement. Ton conjoint était pas là. Enfin, c'était vraiment l'extrême urgence. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute cette préparation, est-ce que, par exemple, tu te dis, je regrette de l'avoir fait, tout ça, tu vois, t'es venue tous les jours, même des fois 2 fois par jour au cabinet. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu te dis, oh là là, j'aurais pas dû faire tout ça? Ou est-ce que tu arrives à te dire, cette préparation, elle m'a quand même servi et je pense que j'ai mieux récupéré en postpartum Enfin, comment tu l'as vécu? Si ça se trouve, c'est aucune de ces deux réponses. Si ça se trouve, c'est autre chose. Un peu, alors, j'ai jamais regretté une seule seconde, parce que ça a été des bons moments. Ça m'a rassurée à ce moment-là. J'en avais besoin à ce moment-là. Ça me servira pour un deuxième, je le sais. Voilà, je l'espère en tout cas. Peut-être un troisième, et puis voilà. Et faut savoir que mon conjoint était très impliqué dans cette préparation-là. Ouais, tu m'en parlais souvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand c'était pas le jour où je venais pour faire la préparation du périnée, je le faisais avec mon conjoint. Donc, qui était pas forcément ravi, mais qui l'a fait. Voilà. Et ça nous a préparé aussi. C'est un déroulé qui aide à se dire ça arrive, on avance, on acquiert des compétences, des connaissances. Et puis ta préparation, elle est graduelle aussi, elle est organisée, elle est étape par étape. Et plus ça va, plus on parle du moment. Et je pense que j'étais rassurée en fait quand je suis arrivée à la maternité. J'étais pas en terrain inconnu en fait. J'étais dans l'environnement en terrain inconnu, mais je savais ce qui allait se passer et j'avais confiance en mon corps. Et je pense que c'est ultra important. Et non, ça m'a pas servi pour l'accouchement parce que mon bébé est né, je l'ai pas précisé, mais c'était une procidence du cordon. Oui, donc voilà. Parce on dit souvent que tu peux avoir un accouchement par voie basse. Là, depuis le début du podcast, on l'a pas expliqué. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a un petit bout de cordon qui est passé à travers le col et du coup, ça a coupé l'alimentation en sang, donc en oxygène à ton bébé. Et c'est pour ça que c'était une extrême urgence parce que c'est comme si, entre guillemets, dans ton ventre, elle pouvait plus respirer. C'est ça. Mais ce genre de problème n'empêche pas un futur accouchement par voie basse. Voilà, c'est ce que le docteur donc qui m'a accouché m'a dit. C'est un problème mécanique. Voilà. On n'y peut rien. C'est hyper rare. Voilà, moi, j'avais jamais eu ça. En fait, depuis le temps que j'accompagne des femmes enceintes, j'avais jamais eu ce cas. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper rare. Je m'étais pas renseignée dessus, je n'étais pas informée là-dessus. De toute façon, moi c'était accouchement naturel et tout allait bien se passer. Mais c'est hyper rare et c'est arrivé, c'est mécanique, ça ne va pas forcément réarriver. Et puis c'est ça, le cœur du bébé en fait ralentissait et c'est pour ça que pour réexpliquer un peu l'accouchement, que l'obstétricienne est venue et qu'elle a commencé à me faire pousser parce qu'ils ont commencé à se dire là c'est pas bon pour le bébé et il faudrait pas casser. On va essayer de le faire sortir rapidement par voie basse. Exactement. Voilà, et ça marchait pas. Donc du coup on est passé par la voie de la césarienne. Ça m'a aussi aidée dans l'après en fait cette préparation à l'accouchement parce que j'ai fait il y a la rééducation du périnée après, etc. Et en fait, j'ai fait beaucoup de sport, comme tu le sais, avec toi. C'était 4 heures par semaine que je faisais, sans compter les marches que je faisais en dehors de ça. Et en fait, mon corps s'est très vite remis. Très vite remis. Je l'ai senti. Et puis, j'ai pas eu besoin de rééducation ni abdominale, ni du périnée. Donc oui, cette préparation m'a servi.
Et voilà, et aujourd'hui, ça m'a aidé à me remettre très vite de mon accouchement, à reprendre le sport sans aucune difficulté. Et étant quelqu'un qui a besoin de sport dans sa vie, je pense que ça m'a aidé aussi à me remettre. Ouais, voilà. Ouais. Ton corps a beaucoup... Enfin, tu sens que tu as eu des facilités à récupérer. Complètement. Enfin, j'ai jamais été confrontée à une difficulté à part ces moments où j'avais peur d'éternuer, mais c'était plus psychologique que physiologique finalement. Et voilà, ouais, franchement, ça m'a aidé. J'avais confiance et mon corps était fort grâce à cette préparation-là. Ouais. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Et c'est vraiment vrai. Vraiment, je l'ai ressenti. Ouais. Et on avance doucement vers la conclusion, du coup. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la plus belle chose que tu as appris de cette expérience? Je pense que c'est la relation entre mon conjoint et moi. Encore une fois émotive. Parce qu'en fait, à ce moment-là, au moment de l'accouchement, dans l'après aussi, je me suis rendu compte qu'on était vraiment une équipe. J'ai pas accouché toute seule. Même si, à un moment donné, le moment crucial où elle est sortie, j'ai été toute seule. Toute la préparation, donc dès la grossesse jusqu'à la préparation à l'accouchement. Enfin, cette nuit-là, je l'ai pas passée seule. Je l'ai passée avec lui. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment quelqu'un d'extraordinaire à mes côtés. Et que j'étais prête à surmonter toutes les épreuves et toutes les tempêtes qu'on allait affronter grâce à lui. Et voilà, quelqu'un sur qui me reposer aussi et qui me connaît parfaitement et en qui j'ai une confiance infinie. Et je pense que c'est ça la plus belle chose. Et on est une équipe aujourd'hui avec Charlie et on se fait confiance, on s'écoute et voilà, je pense que ce que j'en retire, c'est que je suis avec la bonne personne. Je trouve ça très beau parce que on sent que t'as pu te raccrocher à ça pendant et que ça n'a pas duré longtemps, mais ces minutes où tu as été toute seule. Toute cette préparation et tout le grand rôle qu'il a joué pendant cette grossesse, pendant toute la première phase de l'accouchement, t'as pu t'ancrer et te raccrocher à ça pendant ces moments-là. Et c'est peut-être pour ça finalement que t'avais pas besoin de parler, parce que ou que t'y arrivais pas, mais t'avais quelque chose en toi qui t'a permis de t'accrocher. Exactement. Et finalement, c'était ça le plus important. Donc il y avait peut-être pas d'autres questions qui avaient besoin d'être posées. Non, c'est ça. Ouais. Et puis il a été d'une écoute incroyable après. Il m'a énormément soutenue et voilà. Et puis on est une équipe. Voilà. C'est ce qui a fait le mot. En tout cas, merci beaucoup Kim pour ton partage. Merci à toi. Un grand merci pour toutes les femmes qui vont nous écouter, qui vont écouter ton témoignage et qui, j'en suis sûre, va résonner avec peut-être leur histoire, passée, future. Dans quelques secondes, nos voix vont s'éteindre, mais je suis certaine que la résonance de nos mots resteront pour ces femmes et que peut-être ça va planter des graines qui vont germer et qui vont aider à adoucir leur propre histoire. Merci beaucoup. Merci à toi.